Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir et de lancer le Ramify Wells Tour et de commencer avec toi, Frédéric Stollard, donc fondateur d'Altarock. Très heureux de commencer avec toi d'une part parce que c'est la personne qu'on a probablement le plus reçue, d'autre part puisque tu représentes un peu la figure de proue du private equity rendu accessible aux particuliers. Ce Ramify Wells Tour, on aura l'occasion pendant plusieurs mois de parler de plusieurs sujets. On a fait un choix fort, le choix de parler en grande partie de private equity, plus largement d'actifs non cotés, mais aussi de fiscalité. Bienvenue Frédéric. Bienvenue, merci Olivier, merci de m'inviter. C'est avec plaisir, très excité de t'avoir ce soir, discuter pendant 1 heure. Très concrètement et en quelques mots te concernant, un passionné et une personne avec plus de 35 ans d'expérience en private equity, avec notamment, tu as notamment été pendant plus de 20 ans directeur général de Sagard, que tu as aussi créé. Tout à fait. Donc aussi une très grande fibre entrepreneuriale. Et maintenant, depuis 4 ans, avec Altarock, dont ton deuxième nouveau bébé. C'est ça. Ça fait beaucoup de private equity. Beaucoup de private equity. Que du private et beaucoup equity, d'aventures. En fait. Beaucoup d'aventures entrepreneuriales. Écoute, merci de me recevoir. Je suis ravi de venir représenter à tes auditeurs et à tes équipes les progrès d'Altarock aussi, parce que en l'espace de quelques années, on a pas mal grandi. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, si tu veux bien, je vais peut-être me présenter parce que c'est important dans l'histoire et dans le setup. Ça donnera un peu une idée à tes auditeurs de qui je suis, qui nous sommes et pourquoi on a créé tout ça. Ça te va ? Absolument. Peut-être en préambule, avant de réellement commencer, un bref rappel du format. Le format, c'est 1 heure, 45 minutes où tu déroules ta présentation. Moi, j'aurai le rôle du modérateur, c'est-à-dire que concrètement, je poserai les questions des personnes qui nous écoutent en live. Et on a 15 minutes dans un deuxième temps où les questions que je n'ai pas pu poser, je les poserai à ce moment-là. Donc sans plus entendre, je te laisse commencer la présentation de ton histoire personnelle. Merci Olivier. J'ai démarré au GIAT Industries il y a un petit bout de temps. Je suis ensuite parti aux États-Unis faire un MBA à la Wharton Business School. Je suis rentré en Europe fin 90 et j'ai démarré dans le private equity fin 90. J'ai fait mes classes chez Apax Partners, qui est un gros fonds de private equity. J'y ai passé 4 ans. J'ai ensuite rejoint à Londres un des plus gros fonds américains de private equity qui s'appelle Warburg Pincus. J'ai passé 8 ans chez eux. Et en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, 2 grosses familles industrielles, une famille belge qui s'appelle Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle Paul Desmarais. Et ces 2 familles, elles avaient envie, si tu veux, de lancer un fonds de nouvelle génération, on est il y a 25 ans, de private equity, avec un tour de table très familial, très industriel. Et l'idée, c'était d'accompagner la francophonie industrielle. Donc d'acheter des PME, des ETI, françaises, belges ou suisses, dont le centre de gravité était France, Belge ou Suisse, et de faire d'acteurs champions régionaux, des champions nationaux, puis des champions européens, et si la taille du marché s'y prêtait, des champions mondiaux. Donc, j'ai démarré ce fonds avec ces 2 familles il y a 25 ans. J'étais le directeur général de ce fonds pendant 20 ans. On a levé 3 fonds de private equity. On faisait du LBO, donc on achetait de façon majoritaire des ETI francophones. J'ai levé un premier fonds en 2001 de 600 millions d'euros, qui était une grosse somme il y a 25 ans, 600 millions d'euros. C'est toujours pas mal. Oui, en first time fund, c'est conséquent. J'ai fait ça avec un tour de table de 25 familles industrielles. L'idée de Paul Desmarais et d'Albert Frère, c'était que je réunisse pour eux un tour de table de famille qui allait apporter du capital d'un côté et aussi de l'expertise industrielle de l'autre. Donc on a réuni un tour de table de 25 familles, chacune apportant son expertise sectorielle. Et ça a été réel, cette expertise, ou finalement ça a été non, de énorme. l'argent? Non, énorme. Ça nous a aidé, si tu veux, à convaincre des managers de nous laisser rentrer dans leur tour de table. On était majoritaire. Et ça nous a aussi permis, dans chacune des verticales, d'apporter une vraie valeur ajoutée parce que dans certaines régions du monde où les ETI n'avaient pas la taille pour rentrer, les familles l'avaient. Dans certaines régions du monde où les ETI n'avaient pas l'expertise, les familles l'avaient. Donc on a vraiment leveragé ce réseau de familles. Dassault dans l'aéro, Peugeot dans l'auto, Bouygues dans la construction, Bettencourt dans la cosmétique, Arnaud dans le luxe. On avait un tour de table magnifique de familles qui avaient envie de gagner de l'argent et aussi de donner du sens à ce qu'elles faisaient. Donc j'ai levé un premier fonds de 600 millions. J'ai recruté une petite équipe de 48 personnes.
On a levé un deuxième fonds d'1 milliard en 2006 et un troisième fonds d'1 milliard en 2013. Pour donner une idée Donc, on a acheté 38 plateformes et autour de ces plateformes, on a consolidé des marchés en France, en Belgique et en Suisse. Et on a créé des champions nationaux, puis européens, puis mondiaux, quand la tête du marché le permettait. Pour donner une petite idée de la performance, parce que c'est quand même là-dessus qu'on est jugé en private equity, si tu veux, on a livré 22% de retour net moyen tous les ans pendant 20 ans. C'est magnifique. Et on a rendu 2,3 fois la mise nette aux investisseurs sur 2,6 milliards. Voilà. Je suis parti il y a 4 ans, après 20 ans. La crise de la quarantaine. Non, j'avais plus que 40 ans. Je suis parti parce que, si tu veux, les familles Frères et Desmarais ont été magnifiques pendant 20 ans avec moi et avec Tour de Table, mais j'avais envie d'avoir un accès au capital plus important de la société de gestion. C'était très compliqué pour plein de raisons historiques. Et j'avais envie de redonner beaucoup d'énergie à un projet nouveau dans lequel je serais actionnarialement plus engagé. Voilà, donc ce serait... Je comprends. J'étais très bien payé, j'avais un magnifique salaire, un magnifique carry, mais l'accès à la société de gestion était très compliqué. Donc, j'ai souhaité faire quelque chose de nouveau. J'avais une idée en tête. En fait, j'avais une idée simple en tête. Moi, j'ai été client de 3 banques privées. Aucune ne ferait de private equity. On parle de grosses banques privées. Ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. Non. Elles offrent toujours très peu de private equity, ces banques privées. Et moi, je voulais continuer à investir en private equity. Et c'était très compliqué. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'offre, en fait. Et le deuxième constat que j'ai fait, si tu veux, c'est que si tu veux rentrer dans des grands fonds mondiaux de qualité institutionnelle, le ticket d'entrée minimum, c'est 25 millions de dollars, si tant est qu'ils te prennent. Donc, si tu veux te bâtir un portefeuille clé en main, diversifié mondial de très grande qualité, c'est 150 millions. 6-7 gérants, c'est 150 millions. Si tu veux faire un peu de co-invest, c'est 200 millions chaque année. Donc, si tu veux, il y a un problème technique et industriel, le ticket d'entrée est trop élevé, raison pour laquelle la classe d'actifs, jusqu'à l'avènement d'acteurs comme Altaroc, n'était pas accessible aux clients privés de façon simple et clé en main, si tu veux. Donc, je me suis dit, il y a un marché, il faut créer une nouvelle société de gestion qui, chaque année, va fabriquer, pour des distributeurs comme Ramify, pour des banques privées un jour, des portefeuilles clés en main de private equity simples, de qualité institutionnelle, dans laquelle moi, je rêverais d'investir. Et la révolution que j'ai voulu apporter à ce marché, il y a 3 ans et demi, c'était de dire rendre ce marché accessible à partir de 100 000 euros. Donc, l'idée, c'était qu'un client Ramify puisse, à partir de 100 000 euros, avoir un portefeuille clé en main de private equity de qualité au moins égale, si ce n'est supérieure, à celui des 25 familles qui m'ont financé pendant 20 ans et qui sont très équipées en private equity. Sauf que ces familles investissent entre 300 millions et 3 milliards par an en PE, avec des équipes de 10 à 50 personnes par famille. Et l'idée, c'était de rendre accessible à 100 000 euros ce portefeuille clé en main par Altaroc. C'était ça, si tu veux, la révolution Altaroc 1.0. Donc, pour faire ça, je me suis associé avec un autre jeune entrepreneur du private equity. Très jeune, Maurice Géniaud. Mais brillantissime. Donc, Maurice fait du private equity depuis 50 ans. Il a créé la classe d'actifs en Europe en 72. Il sortait d'HEC et d'Harvard en 72. Il a exporté le concept balbutiant du PE américain en Europe, avec un Anglais qui s'appelait Ronald Cohen à Londres, avec un Américain à New York qui s'appelait Alan Patrikoff. Ils ont créé Apax et Maurice a co-présidé au destiné d'Apax pendant presque 50 ans. J'ai travaillé pour lui de 90 à 94, donc on se connaît très bien, ça fait 35 ans qu'on se connaît. Il a fait Apax pendant presque 50 ans. Donc, il a vraiment évangélisé les instituts au private equity. Il y a 33 ans, il a créé le premier fonds evergreen coté de private equity retail, avec cette conviction qu'il fallait ouvrir le private equity à des clients privés. Ça s'appelle Altamir. Altamir avait pour ambition de permettre à ton père ou ton grand-père, je ne sais pas, d'investir pour 100 francs dans du bon private equity. Et l'idée, c'était pas un portefeuille mondial, c'était de co-investir avec Apax. Donc, Altamir a levé à peu près 10 millions d'euros, 60 millions de francs en 90. Et l'idée, c'est qu'avec ces 10 millions d'euros, ils ont co-investi systématiquement à côté d'Apax France et Apax UK. Aujourd'hui, ça vaut 1,5 milliard. Ils ont distribué presque 400 millions de dividendes dans l'intervalle, 190 fois la mise, 18% de TRI par an. Magnifique. Pendant 33 ans. Et quand j'ai présenté ce projet à Maurice d'Altaroc, fonds diversifié clé en main de 6 à 7 gérants par an, mondial, il m'a dit c'est fantastique, c'est la version moderne d'Altamir, viens on le fait ensemble. Donc, on s'est associés il y a 3 ans et demi. Et pour la petite histoire, Maurice, il avait une société de gestion qui s'appelait Amboise à l'époque, qui pilotait Altamir, la société cotée. Donc Altamir, c'est 1,5 milliard de fonds propres. Amboise est la société de gestion qu'il pilote. Amboise a tous les agréments européens. Donc Amboise charge 1,5% de la NAV pour piloter Altamir tous les ans, donc à une vingtaine de millions de frais de gestion. Il y avait 7 personnes dans Amboise. J'ai apporté mon projet à Amboise. J'ai racheté un bout important du capital à Maurice dans un premier temps. Et on a développé
Altaroc au sein d'Amboise. Donc c'était la jambe non cotée, si tu veux, d'Amboise. Alors comme Altaroc est devenu gros, on a renommé la société de gestion Altaroc Partners. Mais c'est comme ça plus simple aussi pour tout le Voilà, monde donc c'est pour plus simple et plus lisible. Donc si tu veux, expliquer. Altaroc Partners a deux jambes. Le canal historique qui pilote la société cotée Altamir, qui vaut 1,5 milliard en bourse, enfin qui a 1,5 milliard de NAV. Et puis l'activité Altaroc Partners. Donc, grosso modo, j'ai démarré ça il y a 3 ans et demi. J'ai démarré tout seul l'activité nouvelle. On a pratiquement passé 1 an à bâtir une plateforme technologique très efficace parce que un des freins au private equity historique, c'était que tout était complexe. Si tu veux, c'est un produit qui était fait pour les pros. Et mon ambition, c'était de le rendre simple pour tes conseillers, pour toi et pour tes clients. On a passé 1 an à faire ça. J'ai commencé ma collecte fin 21, tout début 22. Et en 3 ans, on a collecté 1,3 milliard. Bravo. 6500 clients privés. Et j'ai recruté 70 personnes. Donc on a beaucoup cru l'activité. On a ouvert 5 nouveaux pays. Donc Belgique, Luxembourg, Hollande, la Suisse et l'Italie. Voilà. Donc rétrospectivement, aucun regret. Peut-être un regret de ne pas avoir démarré plus tôt en fait. Ok, je comprends. Mais c'est pas la même vie. Là, c'est une vie d'entrepreneur. Avant, c'était une vie d'intrapreneur, si tu veux. Voilà, donc on est très engagés, Maurice et moi. On fait ce métier depuis longtemps. On a recruté une équipe passionnée, de gens habités. Et un point important, Olivier, parce que je pense que c'est important, je sais que c'était très important pour toi et pour tes clients, Maurice et moi investissons chaque année dans nos propres produits 33 millions d'euros. Chaque année. C'est fondamental, ça montre tout simplement que vous avez, pour utiliser un anglicisme, skin in the game. A priori, les investissements que vous proposez pour les autres, vu que vous investissez dedans, vous êtes convaincu que ce sont des bons investissements. Après, peut-être qu'on peut avoir tort ou un peu moins raison que ce qu'on pensait, mais au moins dans l'attitude et dans cette conviction forte, ça me semble être évident. Ce n'est pas des faibles montants, ceux dont tu parles. Ça veut dire sur les millésimes 21, 22, 23, 24, 132 millions. Non, c'est colossal. Maurice et moi avons engagé des montants énormes, donc on est très alignés avec tes clients et on fait ça, comme tu l'as dit, parce qu'on y croit énormément et on croit que c'est la meilleure façon d'investir nos propres capitaux et on dessine des produits dans lesquels nous, à titre perso, on veut investir. Voilà. Alors, peut-être pour tes auditeurs, un petit rapide rappel du private equity parce que c'est quand même important. Absolument. Ça consiste à investir dans des sociétés non cotées. Alors, on investit souvent, toi et moi, dans la société d'un ami, d'un frère, d'un cousin. Ça, c'est anecdotique. L'essentiel de l'activité dans les sociétés non cotées est private equity. Ça s'oppose à public equity parce que le marché a été inventé aux US il y a 60 ans, donc tous les termes sont anglicismes. Le public equity, c'est les actions cotées, détenues par le public. Le private equity, c'est les actions détenues en main privée. L'essentiel des investissements dans les sociétés non cotées dans le monde est fait par des institutionnels, caisses de retraite, fonds de pension, compagnies d'assurance vie, banques pour leurs fonds propres, qui confient des capitaux sur 10 ans à des gérants, des fonds de private equity, qui les investissent à travers des véhicules, qui ont en général 10 ans de durée de vie. Et avec ces véhicules, ils achètent des sociétés, majoritairement ou minoritairement, avec une ambition claire, enfin 2 ambitions claires, aider les sociétés à se développer et ultimement gagner une plus-value à l'occasion de la sortie du partenaire. Le fonds doit un jour sortir avant 10 ans. L'ambition de gain est 2 à 3 fois la mise en brut. Alors, ça va dépendre du secteur de l'activité. On va en reparler tout à l'heure. Absolument. Donc ça, si tu veux, c'est l'ambition. Alors, pour que les gens comprennent bien, on parle souvent de private asset, donc les capitaux privés qui s'opposent aux capitaux cotés. Dans le private asset, il y a 4 marchés, si on fait simple. Il y a l'immobilier, c'est pas nous. Il y a la dette privée, c'est pas nous. Il y a l'infrastructure, c'est pas nous. Et il y a l'equity, les capitaux propres, c'est nous. Et au sein du private asset, il y a private infra, private real estate, je dirais private debt et private equity. Et au sein de private equity, il y a 4 marchés, Olivier. Ça mérite que je passe 2 secondes dessus pour que les gens comprennent bien. Il y a le venture que vous ne faites pas. Il y a le venture qu'on ne fait pas parce que ça consiste à accompagner des sociétés très jeunes qui ont certainement un gros potentiel mais avec un taux de risque très important. Si tu veux, les gens ne réalisent pas, mais un très bon fonds de venture américain, il va investir statistiquement dans 150 sociétés. La moitié feront faillite, enfin elles mettront la clé sous la porte sous 5 ans. Un tiers de ces sociétés rendra le cost. Et on va dire 15 à 20% des sociétés feront ou pas 5, 10 ou 100 fois la mise. Mais tu ne le sauras pas à 10 ans, tu le sauras à 17 ans et demi en moyenne parce que ces fonds demandent systématiquement des grandes extensions. Donc en termes de durée de vie et de volatilité, taux de casse, notre avis, ce n'est pas un marché pour les clients privés, c'est un marché d'institut. Donc nous, Altaroc, on n'investit pas sur ce type de gérant-là. Ok, donc tu investis dans quoi ? Alors, quand les sociétés sont plus grosses, quand elles ont passé la phase de risque technique, si tu veux, et qu'elles font plus de 30-40 millions de chiffre d'affaires d'euros, qu'elles sont en hypercroissance, elles vont aller chercher de l'argent auprès de fonds de growth equity, capital croissance en français, qui vont les aider
en minot, sans recours à l'effet de levier, à croître encore, à aller recruter des vendeurs, tu le sais bien, recruter des vendeurs, financer un développement national, européen, mondial. Donc ça, ce sont des fonds de growth. C'est une activité où les fonds sont minoritaires, ils ont une certaine influence dans le tour de table, dans la gouvernance, plus ou moins forte en fonction de leur levier et de la force du management. C'est toujours aux côtés des fondateurs. Mhm. Et la durée d'investissement, c'est typiquement 5 ans, sans levier. La performance du deal est très liée à la performance organique intrinsèque de l'investissement. Voilà. Les fonds sont minots, ils ont un droit de gouvernance négatif. En général, le fondateur peut pas faire grand-chose sans leur accord, mais ils n'ont pas de droit de gouvernance positif. C'est le management qui est aux commandes. Voilà. Ça représente un tiers de nos investissements, un tiers de nos gérants. Sur les 6 gérants dans un millésime Alteroc, il y a 2 gérants de growth. Ensuite, lorsque les sociétés sont plus grosses, qu'elles croissent moins vite, on va dire qu'elles sont passées d'hypercroissance à la phase de croissance. Et tu définis comment et tu différencies comment l'hypercroissance et la croissance? Typiquement, c'est lié au cash flow. C'est quand tu es en hypercroissance, tu consommes du cash, donc tu ne peux pas rembourser de dette, donc il n'y a pas d'effet de levier. Donc les fonds ne peuvent pas t'acheter avec un effet de levier. Alors, typiquement, quand l'hypercroissance, 30, 40, 50% de croissance, tu as du mal à mettre de l'effet de levier dessus parce que tu consommes tout ton free cash flow pour financer ton développement. Donc, il n'y a pas de cash flow libre. Lorsque les sociétés sont plus mûres sur des marchés un peu plus stabilisés, qu'elles ont atteint un modèle de rentabilité plus normatif aussi, parce que quand tu es en hypercroissance, en général, tu n'es pas très rentable. Quand tu recrutes 20 nouveaux vendeurs, 100 nouveaux vendeurs, il faut 2 ans ou 3 ans pour les amortir. Donc, ton modèle de rentabilité normatif n'est pas encore stabilisé. Donc, typiquement, sur des marchés plus stables, lorsque la société croît entre 5 et 20% par an, je dirais, qu'elle a atteint un modèle de rentabilité normative, elle sera intéressante pour des fonds de private equity LBO, qui là seront intéressés à l'acheter majoritairement, avec recours à l'effet de levier, pour financer une partie de l'acquisition. Et les fonds mettront entre 40 et 60% de levier pour financer l'acquisition. Et cet effet de levier, c'est encore d'actualité aujourd'hui avec le niveau des taux qui, en réalité, n'est pas si élevé, mais qui est bien plus élevé que ce qu'on a connu sur les 5-10 dernières années. Oui, aujourd'hui, alors le coût du crédit s'est ajusté. Le coût du crédit est passé. Enfin, le coût du crédit, c'est simple, c'est Euribor plus 350 à 450 points de base. Euribor est passé de 0 moins à 350 points de base. Donc le coût du crédit, il a augmenté. Les acteurs sont plus exactement les mêmes. Les banques ont perdu une grosse part de marché aux fonds de dette spécialisés, mais le marché est toujours là. Même d'ailleurs. Alors c'est très drôle. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, les banques avaient 90% du marché. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais. Les fonds de dette, on en reparlera, c'est un autre sujet. Les fonds de dette ont pris la main. Donc aujourd'hui, les fonds de private equity majors investissent sur ces sociétés mûres dans typiquement 4 configurations, Olivier. Des grands groupes vendent des activités non stratégiques. Donc, tu l'as vu, Doliprane a été vendu par Sanofi. Voilà, ça a fait l'objet de beaucoup de convoitises de fonds de private equity. Bon, donc une activité orpheline d'un grand groupe est vendue à des fonds de private equity. Les fonds de PE s'intéressent. Un groupe familial va vendre une activité non stratégique. Le patriarche ne veut plus s'en occuper ou la patriarche ne veut plus s'en occuper. Le fonds, ça peut l'intéresser. Le fonds va essayer de retirer une société de la cote parce qu'elle est mal valorisée en bourse. C'est ce qu'on appelle un P2P, hostile ou amical. Et enfin, un fonds de private equity veut vendre à un autre fonds de private equity, c'est une liquidité intra-fonds. Et les ordres de grandeur, c'est de PE à PE 70% du marché. Le marché secondaire, tertiaire, quaternaire, 70% du marché. Voilà. Ok. Bon, donc ça représente le marché du buyout. Les fonds sont majoritaires. Les fonds ont la main. Donc, c'est fait en bonne intelligence avec le management, si tu veux, mais c'est le fonds qui co-choisit tout. La stratégie, la gouvernance, le moment de sortie et le levier. Voilà, donc c'est pas le même sport, pas la même gouvernance, pas les mêmes règles du jeu. Dans le cadre du growth, c'est le fondateur qui est aux commandes. Dans le cas du buyout, c'est le fonds qui est aux commandes. Bon, ça représente 2 tiers de notre business. Et enfin, tu as ce qu'on appelle le turnaround, qui est l'activité de redressement d'entreprise. Tu as des fonds qui se spécialisent dans l'acquisition de sociétés qui ont eu des heures de gloire, qui sont en difficulté, qui veulent remettre d'équerre. C'est une activité qu'on n'accompagne pas parce qu'elle est très volatile. Ce sont des activités très consommatrices en bande passante des fonds de private equity. Le fonds va typiquement investir dans 10 sociétés. 5 vont refaire faillite sous 2 ans. 2 vont rendre low cost et 3 feront ou pas 2, 3 ou 4 fois la mise. C'est un taux de casse qui ne correspond pas à un patrimoine privé. Donc nous, on n'est pas sur ce marché-là. Ça fait effet miroir avec le venture. Oui, mais c'est très différent. Le venture, c'est un portefeuille statistique de 150 lignes. Le turnaround, c'est un portefeuille de 10 lignes. Pour nous, ces 2 activités, elles sont très intéressantes pour des instituts qui ont des très gros portefeuilles de private equity. Pour des clients privés qui sont, je dirais, peu appétents pour la volatilité, c'est pas adapté. Oui, c'est pas la même aversion au risque. Et puis, c'est des investissements plus de compléments. C'est dur d'avoir une allocation importante en venture ou en... Sauf à être un institut qui est très convaincu sur le venture, nous, on pense que patrimonialement, la meilleure allocation, c'est growth 1 tiers, buyout 2 tiers. Très clair. Alors, pourquoi le private equity est intéressant pour les clients privés? Et je sais que tu partages pas mal de cet enthousiasme.
Il y a 3 raisons essentielles, Olivier. La première, les gens ne le réalisent pas, c'est le terrain de chasse. Si tu regardes les sociétés cotées de plus de 100 millions de chiffre d'affaires, pardon, si tu regardes les sociétés qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires dans le monde, les sociétés cotées ne représentent que 5% Mm. du nombre des sociétés. En valeur, c'est l'inverse. En valeur, elles représentent 95% de la valeur. Mais en nombre, 5%. Donc le nombre des sociétés cotées ne fait que se réduire, on peut en parler, c'est l'objet d'un autre webinaire si tu veux. Avec Le plaisir. nombre des sociétés cotées a été divisé par 2 depuis 20 ans, en Europe et aux États-Unis. Donc le terrain de chasse, si tu veux, il se réduit. Si tu cherches des pépites d'exception, tu en as 20 fois plus en non coté qu'en coté. Donc terrain de chasse plus grand, c'est la raison 1 de l'attrait du PE. La raison 2, c'est la performance. Alors, quand on regarde historiquement et qu'on compare, alors je vais essayer de comparer des pommes et des pommes. On va comparer la performance du private equity avec la performance des marchés cotés. C'est pas exactement pareil parce que sur les marchés cotés, tu rentres et tu sors quand tu veux, à peu près, quand les marchés sont bons et quand tu es sur du large cap. En private equity, tu as une liquidité structurelle, il faut que tu acceptes de rester 10 ans dans un fonds. Mhm. Il te tire pendant 5 ans, il commence à attendre l'argent en année 5, tu as récupéré ta mise en année 7 et ta plus-value intégrale en année 10 ou 11 ou 12 s'il demande des extensions. Il faut le gérer, le cash. C'est pas si simple. Donc, c'est un investissement qui ne peut s'intégrer que dans une poche longue de capital. Mais si tu compares la perf cotée versus non cotée, qu'est-ce qu'on voit depuis 60 ans? Parce que la classe d'actifs, elle a 60 ans de track aux US, 40 ans de track en Europe, 20 ans de track en Asie. Sur les 20 ans passés, les marchés cotés ont livré en moyenne entre 7 et 8% par an. Le private equity a livré en moyenne entre 13 et 14% par an. Grosso modo, la perf du PE, c'est 700 points de base de plus que les marchés cotés. C'est 2 fois la perf des marchés cotés. Et si tu regardes sur 20 ans, Oui, ça j'adore fait ce des chiffre. écarts énormes. Il est énorme. 7% par an pendant 20 ans, ça fait 3 fois et demi la mise. 13% par an pendant 20 ans, ça fait 12 fois la mise. Donc sur des stratégies longues, ça a énormément de sens de faire du PE parce que la perf est supérieure. Et là, j'ai comparé des pommes et des pommes. J'ai comparé la moyenne des marchés cotés avec la moyenne du PE. On parlera tout à l'heure du fait que certains fonds surperforment largement la moyenne. Oui, absolument. Oui. Donc c'est le MSCI World en l'occurrence avec les dividendes réinvestis, j'imagine. Et le reste, c'est la source, ça doit être Preqin ou PitchBook. C'est PitchBook, j'ai pris PitchBook, donc j'ai comparé MSCI, dividendes réinvestis, comme tu l'as dit, avec PitchBook. Voilà. Autre raison qui fait que les institutionnels ont investi massivement en private equity, c'est la vol. Donc c'est très important quand tu choisis un investissement de réfléchir à ta perf et à ta vol, parce que quelque part à ta perf et à ton risque. Le private equity a une performance beaucoup moins volatile que celle des marchés cotés. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce n'est pas coté tous les jours, parce que les grands fonds de private equity publient des VL, des valeurs liquidatives, tous les trimestres. Et ce qu'on voit, et j'adore ce graphe qu'on a présenté ici à l'écran, et je sais qu'on en a longuement parlé toi et moi, on a mis ici 22 ans de performance du private equity mondial sur nos verticales, Olivier, qui sont growth et buyout. Donc, si tu regardes 2005, c'est la plus mauvaise année de perf du private equity mondial. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. La performance moyenne du PE mondial est à 8,5, plus 8,5 positive. Le millésime 2005 a fait plus 8,5. Alors, c'est la pire perf moyenne du PE sur 22 ans. Je rappelle que les marchés cotés ont eu des années à moins 50. Ils ont eu aussi des années à plus 30. Mais tu as une vol sur les marchés cotés qui est intrinsèquement très supérieure à celle du private equity. Alors pourquoi 2005 n'était pas un bon cru, un bon millésime en PE? Parce que les fonds, je rappelle, déploient sur 5 ans. Donc tu as acheté des sociétés entre 2005 et 2009, crise de Lehman en 2009. Les marchés se sont effondrés et tu as vendu tes actifs entre 2010 et 2014, le pire moment de sortie. Donc tu as acheté en haut, tu as vendu en bas et même là, tu as fait 8,5, tu as fait plus 8,5 en moyenne et 1,55 fois la mise en moyenne. Multiple de mise, net de fees et de carry. Donc tu as une classe d'actifs qui est très résiliente, qui est très robuste et qui est surperformante par rapport au marché coté, à la condition que tu acceptes de rester longtemps. Oui, c'est ça. On trade notamment le manque de liquidité, en tout cas le fait de s'engager pendant un certain nombre d'années, en l'occurrence 10 ans, de temps en temps 12. Oui. Et en échange de ça, normalement, on a effectivement une surperformance. Tout à fait. Théoriquement, ça doit se passer comme ça. Et effectivement, d'un point de vue data, sur les 60 dernières années, c'est aussi ce qui s'est passé. Donc, ça donne pas mal de réassurance à ce niveau-là. Et forcément, je te rejoins totalement sur cette notion de volatilité. Une des métriques les plus pures pour juger d'une performance d'une stratégie, c'est ce qu'on appelle le Sharpe ratio. C'est justement une mise à l'échelle de sa performance par la volatilité. C'est un tout petit peu technique, mais on a la chance d'avoir des gens
très techniques et qui s'y connaissent chez Ramify, mais c'est effectivement une des façons les plus honnêtes de comparer les stratégies entre elles. Donc, performance absolue supérieure du private equity et en plus, si on compare ça d'un point de vue Sharpe ratio, c'est assez spectaculaire la différence de performance comparée au marché coté, en tout cas avec les datas que tu nous as présentées. Alors, il faut bien être clair parce qu'il n'y a pas de magie sur les marchés. Bien Everything sûr. has a price. Donc, on a, comme tu l'as très justement dit, le private equity, c'est quoi? C'est du temps long et de la gouvernance active. Les marchés cotés, c'est une gouvernance passive, un temps beaucoup plus court, mais de la liquidité. Donc, comme tu l'as dit, c'est un compromis, quelque part, entre liquidité et temps long. Voilà. Et quand c'est bien fait, ça livre 7% de surperf par an. Ça double la perf tous les ans. Voilà. Alors, un petit mot sur qui investit et combien on paye, parce que c'est important. Les gens ne se rendent pas bien compte de la taille de l'industrie, Olivier. Aujourd'hui, le private equity, c'est un marché qui fait 5 500 milliards de dollars. Il y a 20 ans, il faisait 1000 milliards. Le marché y croît de 12% par an. Les instituts investissent en humonie entre 500 et 1000 milliards par an. Alors, ce que les gens oublient, c'est que quand le marché faisait 1000 milliards il y a 20 ans, les 1000 milliards, ils ont été remboursés. C'était sur des vieux fonds. Donc, pour le marché croisse, il faut qu'on continue à injecter des montants très importants. Donc, on parle d'un marché de 5 500 milliards. 60 ans d'histoire aux US, 40 ans d'histoire en Europe, 20 ans de track en Asie. Qui investit? Alors là, on a mis un graphe qu'on aime bien. Il y a 4 types d'investisseurs instituts, si tu veux. Il y a alors, ça n'existe pas en Europe, c'est les fonds de dotation des universités. Donc, j'ai étudié à Harvard. Non seulement j'ai payé 120 000 $ de fees par an, de tuition, de frais de scolarité Parce que ça te faisait plaisir. parce que j'avais envie d'y aller. Mais quand je sors de la fac, je vais donner à l'école parce que je me sens moralement obligé et les étudiants donnent. Aujourd'hui, le fonds de dotation d'Harvard, c'est 53,5 milliards de dollars. Ces fonds de dotation, ils n'ont pas de contraintes de cash. Ils gèrent le patrimoine de l'université dans une optique un peu familiale. Optimiser le patrimoine à long terme, ils sont investis à 52% de leur patrimoine total en PE. À côté de ça, tu as les fonds souverains et les fonds de pension qui sont investis en moyenne à 22% de leur patrimoine total en PE. Le fonds de pension américain, dans les pays en tout cas qui fonctionnent par des systèmes de retraite par capitalisation, le moteur de la perf, c'est le PE. Ça représente pratiquement un quart du moteur de la performance. Voilà. Enfin, un quart des actifs, plus de la perf. Les compagnies d'assurance vie, elles sont équipées en moyenne à 8% de leur patrimoine total de leurs fonds propres totaux en PE parce qu'elles ont des contraintes de liquidité qui les empêchent, ratio de Solvency Bâle 3, d'être à plus de 10%. Bien sûr. Elles y sont pratiquement. Voilà. Les familles fortunées en Europe aujourd'hui, qui ont des patrimoines de plus de 30 millions de dollars, sont équipées à 17%. Ce qui est un bon niveau si on compare avec les Alors, instituts. l'AFO, qui est l'Association française des family office, a sorti son rapport annuel il y a quelques mois pour 23. Ça fait qu'augmenter, c'est ça, cette proportion. Les familles françaises de plus de 200 millions de patrimoine sont équipées à 21% de leur patrimoine total en PE. Maintenant, les clients privés qui ont des patrimoines plus raisonnables aujourd'hui, ils sont équipés en moyenne à 0,1. Pourquoi, Olivier? Parce que avant l'avènement d'acteurs comme nous, c'était pas accessible. Le ticket était trop gros, l'expertise nécessaire était trop importante, il n'y avait pas les réseaux et le ticket d'entrée était trop élevé. Il y a aussi eu cet énorme travail de pédagogie, d'éducation. Parce que... Tu as raison, les gens ne connaissaient pas bien la classe d'actifs. Et encore, aujourd'hui, je vais te dire une chose, 99% de nos clients ne connaissaient pas le private equity avant de nous rencontrer. Oui, pour la grande majorité, c'est souvent un premier investissement private equity. Tout à fait. Encore aujourd'hui. Tout à Moi, fait. je suis d'accord. Alors, quelle est notre raison d'être chez Alterox? C'est quoi la promesse? C'est quoi le produit, si tu veux? Alors, jusque récemment, on en parlera peut-être après, on avait un produit. Chaque année, on a un produit. C'est la saison 4 cette année. Absolument. Donc, et on en a fait plusieurs. Chaque saison est meilleure en plus. On a fait plusieurs saisons avec toi. Chaque saison, on a un produit. Dans notre produit, si tu veux, dans notre fonds, 80% du fonds est investi chez 6 gérants primaires de private equity, 2 gérants de growth, 4 gérants de buyout, et 20% est fait de co-investissement direct à côté de ces fonds, sans fees et sans carré. Bon. Ça, tu peux nous expliquer un peu la partie co-invest et cette particularité? Alors, les fonds de private equity, parfois, ils lèvent des montants importants, 2-3 milliards pour gérer son fonds, mais parfois, il veut faire des deals le fonds veut faire des deals qui est trop gros pour lui par rapport à son critère de risque. Il ne peut pas mettre plus de 10% dans un deal. Et s'il veut acheter une boîte qui lui consomme plus de 10%, il va le faire en invitant ses co-investisseurs. Okay. Et il va inviter ses meilleurs co-investisseurs, il va les inviter sans fees et sans carry. Donc, pour être invité dans des co-invest directs, no fees, no carry, il faut être un très bon investisseur stratégique de ces gérants. Donc, tu es parfois invité chez des gérants qui, dans des très bons deals, trop gros pour eux seuls, invitent leur LP. Je comprends. Voilà. Donc, ça te permet à toi de baisser tes frais de gestion parce que tu ne payes pas de fees et pas de carry. Bien sûr. Et de te surexposer à des deals que tu estimes pertinents et surtout, d'avoir une capacité de pilotage de ton déploiement de cash qui fait que tu ne dépends pas que des gérants primaires. Il y a plein de vertus de co-invest. Ok. Voilà. Alors, c'est quoi notre raison d'être chez Alterox, si tu veux?
Dans ma vie d'avant chez Sagard, j'avais un mandat qui m'avait été confié par Paul Desmarais et Albert Frère. C'était Fred, essaye de nous construire un très bon fonds français mid-market. Voilà, ça m'a mis 20 ans et on l'a fait. Sagard, c'est toujours un très bon fonds Bien français sûr. mid-market. Le mandat d'Altaroc est différent. J'aimerais que les clients Ramify aient accès au meilleur portefeuille mondial de PE. Je ne peux pas le faire en direct. Ça n'est pas possible. Aucun fonds de private equity n'est le meilleur fonds mondial de private equity dans toutes les géographies et dans tous les secteurs. Donc là, on a changé de prisme, Olivier, et on a décidé de prendre une approche un peu plus fond de fond. On va essayer de construire le meilleur portefeuille de gérants au monde à partir de nos convictions. Donc, Bien sûr. on est une équipe d'investissement de 5 personnes. J'en parlais tout à l'heure. On fait le tour du monde pour chercher les meilleures verticales et sur ces meilleures verticales, les meilleurs gérants. Alors, l'ambition, c'est quoi ? C'est d'exposer nos clients à ce qu'on appelle le premier quartile du private equity mondial. Donc, dans le marché du private equity mondial, il est classé par ligue, un peu comme le foot. Tu as la Ligue 1, la 2, c'est exactement ça. La Ligue 1 s'appelle le premier quartile, c'est les 25% des meilleurs gérants mondiaux. La Ligue 2 s'appelle le second quartile, le troisième et le quatrième quartile. T'as pas les noms là. Et je Pour vais le te foot. donner les noms. Je vais te donner les noms. Tu as aussi la Ligue des champions, qui est le premier décile, si tu veux. Donc, c'est très normé, cette industrie. Elle est très suivie, elle est très normée. Il y a beaucoup de bases de données. Et la complexité, c'est que les relégations et les promotions se font beaucoup plus rapidement que dans le foot pour continuer ta Alors, c'est ta très métaphore. intéressant ce que tu dis. Seuls 25% des gérants premier quartile le restent sur le millésime successeur. Donc, ce n'est pas du tout parce que tu as été premier quartile historique que tu vas le rester. Ce qui veut dire qu'il y a un très gros travail de diligence à faire pour comprendre pourquoi le fonds historique a été premier quartile et est-ce que tu as la conviction intime qu'il va le rester. Alors, juste pour mettre les ordres de grandeur en perspective, tu te souviens d'alors qu'on a dit que le private equity moyen mondial a livré 13,4 sur les 20 années passées, Bien sûr. net de frais, 13,4 par an, tous les ans. Le premier quartile a livré 21,7. C'est magnifique, en même temps ça me surprend pas, même si on fait une analogie avec le monde du côté, on regarde les top 10% performeurs du S&P versus le reste, les écarts, ils sont monstrueux. Maintenant, Oui, mais par contre, sur les gérants cotés, tu trouveras pas, Olivier, des gérants cotés qui ont battu le marché de 800 points de base par an, tous les ans pendant 20 ans. Tu n'en trouves pas. j'en connais un ou deux, mais c'est tout. Et en tout cas, ils sont pas accessibles, donc je suis grosso modo Voilà, d'accord avec toi. Donc là, ce qui est intéressant, tu as un écart type qui est très important sur le private equity entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, notre raison d'être à nous, c'est d'essayer de trouver chaque année un portefeuille de 6 gérants d'exception, en tout cas des gérants qui ont été premiers quartiles et dont on a l'intime conviction qu'ils le resteront parce que là, si tu veux, on va aller chercher une surperf structurelle. On va chercher des gérants qui, sur les 20 ans passés, ont livré plus de 20% net en moyenne. Sachant qu'au pire, même s'il ne reste pas sur les 7 que tu as choisi avec tes équipes, s'il y en a que 5 qui le sont, les autres, ils vont pas finir nécessairement les derniers de la classe, ils seront Non. peut-être en Ligue 2 pour reprendre ta métaphore, et donc dans l'ensemble, justement, ça permet de bien diversifier et d'avoir une très bonne performance à la sortie pour Mais tout à l'investisseur fait, final. c'est pour ça qu'on a construit ce portefeuille, si tu veux, parce que même si on a de très fortes convictions sur chaque gérant qui sont très performants, l'effet de moyenne de portefeuille te protège. Alors à l'inverse, Olivier, Faut pas non plus investir dans tout. alors à l'inverse, exactement, on a choisi de faire un portefeuille assez construit, si tu veux, assez ramassé, parce que si tu en fais 40, tu vas moyenner l'industrie et à la fin, tu livreras 13,4. Je Voilà. comprends. C'est C'est pas le l'alpha. but. Le but, c'est pas de recréer un ETF-like Non. version privée. On ne veut pas vendre du bêta, on veut vendre de l'alpha du private equity. Voilà. Alors, l'équipe d'investissement, elle est assez expérimentée. Maurice fait ce métier depuis 50 ans, moi depuis 35 ans. Louis Flamand, qui est le directeur des investissements chez Altaroc, fait ce métier depuis 25 ans. Il a commencé chez Groupama, où il était responsable du private equity, un assureur vie. Puis il a été recruté par UBS, qui est une des plus grosses banques privées au monde, où il pilotait tout le portefeuille de private equity mondial de la banque privée. Et puis pendant 8 ans, il était responsable du private equity chez MetLife, qui est un des plus gros assureurs vie au monde, avec un des plus gros programmes de PE. Et Louis était au board des 15 plus gros fonds du monde. Magnifique. Voilà. Et Louis, on a recruté à côté de Louis Dimitri Bernard, qui fait ce métier depuis 10 ans, de sélectionneur de fonds, pendant 6 ans chez Ardian, pendant 3 ans chez Indosuez, en tant que responsable des fonds de sélection de Private Equity Europe, et puis depuis 3 ans avec moi. Voilà, donc on a une équipe Magnifique. très complémentaire. Alors, ce que tes auditeurs doivent réaliser aussi, c'est que c'est très compliqué d'avoir de l'accès dans des grands fonds. Je voudrais faire un petit mot là-dessus parce que les gens ne Bien se sûr, rendent pas vas-y. compte. Et il y a une analogie avec le vin, et j'aime bien raconter cette histoire. Tu vas manger dans un grand restaurant, tu as aimé le vin. Non, tu es un Américain très riche. Tu vas dans un grand restaurant fantastique à Paris. Ils te servent un vin d'exception, tu demandes le nom du vin et tu dis demain j'appelle le vignoble et j'en veux 10 000 bouteilles. C'est pas possible. Tu ne les auras jamais pour une raison simple. Le nombre de pieds de vigne est limité, les bouteilles du vigneron sont déjà prévendues.
Si tu ne le connais pas et si tu ne fais pas partie de ses clients historiques, tu n'auras pas de bouteille. Bon. Je voudrais expliquer pourquoi le private equity, c'est pareil. Je suis un grand fonds de private equity, spécialisé dans le logiciel. Mon dernier fonds fait 2 milliards. J'ai un problème. Fantastique. J'ai livré 25% net à mes investisseurs. Tous mes investisseurs veulent revenir. Ils veulent me confier des capitaux plus importants. Et tu es victime de ton succès, donc d'autres investisseurs veulent aussi rentrer. Bien sûr, mais j'ai un problème, Olivier. Il n'y a pas assez de boîtes. Des sociétés qui correspondent à mes critères de beauté, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, si tu veux, j'ai un nombre de pieds de vigne limité. Donc, quelque part, je ne peux pas lever un fonds de 4 milliards. Je n'ai pas assez de sociétés pour déployer aux mêmes critères de performance historique que mon fonds. Sinon, tu n'es pas sérieux. Sinon, en fait, tu acceptes de détruire très probablement la performance de tes fonds futurs puisque tu vas devoir empiéter sur cette qualité de sélection. Et je ne vais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je limite le quantum de capital que je lève. Et en fait, je choisis mes investisseurs. Et donc, typiquement, je vais me concentrer sur des gros investisseurs historiques qui sont venus dans tous mes millésimes passés. Donc, c'est très compliqué d'avoir de la location. Comme la Romanée Conti. Tu veux 10 000 bouteilles de Romanée Conti, tu ne les auras pas. Voilà, donc, bon, une, c'est pas mal. Hein. Une, c'est magnifique. Oui, mais là, si tu veux de la loc chez ces gérants-là, si tu ne les connais pas, si tu n'es pas investisseur chez eux de façon historique, tu n'auras pas d'allocation. Voilà, donc, si tu veux, le rôle que nous, on joue chez Altaroc, c'est un rôle d'accélérer l'accès et d'agrégateur pour que le client Ramify ou la cliente Ramify, il ait clé en main un portefeuille de cette qualité institutionnelle. Clair ? Hyper convaincant. Merci. Ok. Alors, quels sont nos critères de choix? Comment est-ce qu'on choisit nos 6 gérants? Je le fais simple. Il y a à peu près 5000 fonds qui lèvent de l'argent dans le monde tous les ans, private asset. Growth et buyout, il y en a 2000. On a 3 critères quanti. Un, on veut des gérants qui ont 20 ans d'histoire. Parce que c'est un métier, on a parlé de 20 tout à l'heure, c'est un métier de compagnonnage, le private equity. Ce n'est pas que de la science. C'est des milliers d'heures de vol à accompagner les sociétés. Donc, il y a un énorme élément d'expérience embarqué. Et on veut des gérants qui, à travers des cycles économiques compliqués, ont démontré que leur process, leur culture, leur gouvernance se sont en permanence améliorés. Deuxièmement, on veut des gérants qui nous ont démontré, si tu veux, leur capacité à traverser les crises. Et enfin, on veut des gérants qui nous ont démontré leur capacité à passer la main de génération en génération. C'est très bien que les fondateurs pionniers géniaux à 75 ans aient fait des deals fabuleux. S'ils n'ont pas passé la main à des partenaires de 40, 50 ou 60 ans, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le partenaire de 75 ans qui va faire des deals pendant les 15 ans qui viennent. En quelque sorte, tu essayes de maximiser le fait que la performance soit reproductible. Tout à fait. Alors, on va absolument. Donc, on va utiliser un deuxième élément à ce titre-là. On va aller chercher des gérants qui, sur les 20 ans passés, ont eu comme plus mauvais millésime en termes de perf, 15% net et 2 fois la mise cash on cash. Donc, on va chercher des gérants dont la perf historique a été extrêmement forte. Et enfin, parce qu'on parle de minimiser le risque, on ne va pas investir chez des gérants qui lèvent moins d'1 milliard. Donc, on a un prisme mid-market, upper market, large cap, parce qu'un fonds qui gère moins d'1 milliard, il peut être intéressant, mais il est très dépendant de 1 ou 2 personnes clés, et on ne veut pas prendre ce risque, un tutu personae, pour des clients, personnes physiques dans le portefeuille, si tu veux. Donc, on a un effet, donc on a 3 critères. Longévité, performance, taille critique. Quand on fait Stamila, Olivier, il reste une centaine de fonds tous les ans. On va appliquer 2 autres critères, et je voudrais expliquer, la géographie et les secteurs. Donc, si tu veux, au niveau des géographies, on a une conviction absolue. Le meilleur du private equity, il est américain. Pas du tout parce qu'ils sont plus intelligents. Parce qu'ils ont démarré il y a 60 ans, que l'Europe a démarré il y a 35 ans vraiment. Donc, il y a 25 ans d'historique avant. Il y a tout un écosystème qui leur permet de se développer. Les grands Bourgognes sont français, en tout cas pour l'instant, parce que ça fait 500 ans qu'on les fait, ou même 2000 ans. Si tu regardes l'époque romaine, on faisait du Bourgogne à l'époque. Voilà, et ben le private equity américain, il a beaucoup d'antériorité. Il est plus fluide, il est plus facile. Donc, les performances sont encore très supérieures. Donc, notre portefeuille, il est 45% US, 45% européen, et on va dire 10% reste du monde. Et ensuite, on a une immense conviction chez Altaroc, c'est que le monde du private equity devient ultra compétitif. Les grands gagnants de demain seront les fonds verticaux. Donc, notre conviction à nous, c'est que les fonds généralistes auront de plus en plus de difficultés. Donc, on a décidé de n'accompagner que des fonds verticaux. Et au sein de ces fonds verticaux, on a choisi 4 verticales qui nous semblent très bien orientées, porteuses de croissance, acycliques et résilientes. Les éditeurs de logiciels sur le cloud, les services aux entreprises, les services de santé et ce qu'on appelle le digital B2C. C'est des places de marché, on va dire Le Bon Coin, Netflix, Airbnb, qui créent des places de marché digitales pour les clients privés. Le digital B2C. Donc, on a 4 verticales, éditeurs de logiciels 50%, services aux entreprises 20%, services de santé 20% et digital B2C 10%. C'est
notre ligne éditoriale secteur, notre ligne éditoriale pays, qui fait qu'il va rester à peu près 20 à 25 gérants dans le monde qui nous intéressent sur une base quanti. Et ces convictions-là, sur les 3 autres précédents millésimes, c'était les mêmes, d'un point de vue sectoriel et d'un point de vue géographique, ou ça a pu évoluer dans le temps, ou en tout cas ça a vocation à évoluer dans le temps? C'est à peu près les mêmes, mais c'est un point très important que tu soulèves. Alors, on a un tout petit peu changé la question géographique parce que l'Asie nous paraît un peu plus compliquée depuis 3 ans, notamment géopolitiquement. Mais un point très important, et on va en reparler tout à l'heure, les investisseurs institutionnels, ils investissent tous les ans sur la même stratégie, pas sur les mêmes gérants. En fait, ils ne mettent pas tout leur quantum de capital au travail l'année 1, ils le mettent dans le temps, et en fait, ils bâtissent un portefeuille structuré dans le temps, ils se diversifient par millésime, mais ils investissent autour d'une même stratégie. Ils n'investissent pas une année je fais de l'IMO, une année je fais de l'infra, une année je fais de la dette. Donc nous, on a défini une ligne éditoriale et notre recommandation à un client privé, c'est qu'au bout de 6 ans, il aura bâti son portefeuille. Donc c'est un programme qu'on appelle REUP, on va en parler tout à l'heure. Une bonne façon d'investir en private equity, c'est celle des instituts et des grandes familles, c'est de choisir une stratégie et de faire des millésimes différents autour de cette stratégie tous les ans pendant 6 ans. Et l'alpha que tu as vocation à créer avec le fonds, ce millésime-là d'Altaroc, quelle est la répartition entre le choix du gérant et ou le choix de la géographie et du secteur? Je vais te dire, c'est beaucoup plus le secteur que la géographie, parce Ok. qu'on va choisir des gérants sectoriels qui ont ce qu'on appelle des expertises opérationnelles et des playbooks extrêmement forts. Dans ces fonds-là, Olivier, l'équipe opération d'un fonds est presque aussi importante en taille que l'équipe deal-making. Donc tu es sur des fonds qui sont quasiment des industriels. Et c'est un peu une nouvelle génération de fonds de private equity, ultra opérationnels, capables de prendre la main dans leur participation avec, souvent je te dis, des équipes ops qui sont aussi grandes que des équipes deal-making. On ne l'a pas encore vraiment vu en Europe, ça commence à émerger. Et d'habitude, le ratio, excuse-moi de t'avoir interrompu, c'est quoi dans un fonds classique Mais il n'y a pas français? d'équipe ops. Pardon, j'ai piloté Sagard pendant 20 ans, il n'y avait pas d'équipe ops. Ce concept d'avoir des opérationnels dans l'équipe d'un fonds de private equity est très nouveau. Ça n'a de sens que dans des fonds verticaux qui vont apporter une valeur ajoutée issue de l'expertise des dealmakers qui ont fait 10 deals, 20 deals, 30 deals dans un secteur et qui ont les recettes opérationnelles. Ils ont une vraie expertise sur les recettes opérationnelles qui ont fonctionné. Voilà, donc si tu veux, c'est notre façon de travailler. Une fois qu'on a identifié ces 20 à 25 fonds, on va aller camper chez eux pour choisir les 6 meilleurs, ceux qui nous paraissent capables de répliquer la performance dans le cadre d'une... Alors là, il y a un peu de choix magique, si tu veux, tout n'est pas mathématique. Bien sûr. On est 4 dans l'équipe, il faut l'accord unanime des 4 pour essayer de bâtir autour des 20 fonds qui nous ont plu d'un point de vue quanti, ceux qui nous paraissent les plus performants. C'était pour te donner un peu une idée de la démarche. Non, hyper utile, passionnant. Voilà. Comme ça, tu comprends le travail qu'on fait. On fait un travail vraiment d'orfèvrerie. On fait le tour du monde des gérants pour essayer d'investir chaque année chez les 6 meilleurs, 2 growth, 4 de buyout, sur nos géographies et nos verticales de prédiction. Voilà. Alors, peut-être un petit mot pour tes auditeurs aujourd'hui sur les gérants qu'on a retenus à date dans le millésime 24. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y en a que 5 il y a que 5 fonds sur la table parce que le 6e n'a pas encore fait son closing. Donc, on n'a pas encore pu rentrer dedans, mais ça va déjà donner une idée de la qualité des gérants. En Europe, on est rentré chez 2 fonds. Alors, un fonds que certains de tes auditeurs connaîtront qui s'appelle Bridgepoint Development Capital. Donc, c'est un fonds de la galaxie Bridgepoint. C'est le fonds mid-market de Bridgepoint. Ce n'est pas le fonds large cap de Bridgepoint. C'est un fonds qui a un track historique magnifique. Alors, c'est une des plus anciennes sociétés de gestion en buyout. Bien sûr. Elle a 40 ans d'histoire. Elle a déployé plus de 40 milliards d'euros en private equity avec un track magnifique. Sur ces fonds mûrs, on est à 30% de TRI net, 2,6 fois la mise nette. Et là, on a choisi d'investir sur le fonds mid-cap, qui est très, très difficile d'accès parce que si tu n'es pas investisseur historique dans le fonds large-cap, tu ne peux pas rentrer. Accès, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un fonds qui nous a vraiment enthousiasmés, qui est présent sur nos 4 verticales en Europe. En growth, en Europe, on est rentré chez Vitruvian. Donc Vitruvian, c'est un spin-off il y a 20 ans d'Apax UK. C'est un fonds de growth spécialisé sur 2 verticales qui sont la santé et les éditeurs de logiciels sur le cloud. 20 ans de track, à peu près 15 milliards déployés à date, avec une perf de 23% de TRI net et 2,6 fois la mise, et une présence sur 2 verticales qu'on adore, qui sont nos verticales de prédilection, et à notre avis, un des tout meilleurs gérants européens de growth. Attention, ces fonds n'utilisent pas de levier. Donc, pour comparer des pommes et des pommes, la perf de Vitruvian est une perf qui est faite unlevered, alors que la perf de Bridgepoint est faite levered. Parce que certains pourraient nous dire pourquoi ils font que 23 nets.
Oui, enfin, c'est déjà pas mal. Mais... Spectaculaire, mais j'explique pourquoi. Tu as une perf qui est légèrement supérieure. Vitruvian fait peu recours à l'effet de levier. Mais c'est aussi un choix, c'est sûrement dans leur stratégie d'investissement. Choix éditorial. Et nous, ça nous va très bien d'avoir des fonds de growth qui n'utilisent pas d'effet de levier. Donc, dans la diversification d'un portefeuille, ça a du sens. Ensuite, aux US, on est rentré pour l'instant chez 3 fonds. En growth, on est rentré chez Summit, qui est un peu la référence mondiale du growth. 40 ans de track, pratiquement 40 milliards de dollars déployés. Alors, une performance qui est lunaire, hein, Olivier. Tu le vois à l'écran, 33% de TRI net de Fizet Carry en moyenne et 2,9 fois la mise. 2 verticales uniquement, éditeur de logiciels sur le cloud, B2B, et services de santé. C'est le pendant de Vitruvian, si tu veux. En minot. Essentiellement stratégie minoritaire, sans recours à l'effet de levier. C'est normal. C'est du growth. Et enfin, on est rentré sur du buyout majoritaire. Alors cette année, on a choisi de le faire dans 2 fonds à travers un même gérant. Donc on a choisi 2 fonds d'un même gérant, un fonds mid-cap, un fonds large-cap. Le gérant s'appelle Thomas Bravo. C'est le tout meilleur gérant mondial, à notre avis, qui levait cette année sur la stratégie d'acquisition majoritaire d'éditeurs de logiciels sur le cloud. Donc c'est un gérant qui a, on va dire, 25 ans d'histoire sur le LBO des éditeurs de logiciels. Quand j'ai démarré Saga, il y a 25 ans, personne n'achetait d'éditeurs de logiciels en LBO. Les gens étaient convaincus que les développeurs prenaient l'ascenseur le soir et donc tu avais un risque que l'actif s'en aille par l'ascenseur. Thomas Bravo a inventé le LBO sur ce marché-là. C'est un des acteurs les plus sophistiqués. Ils ont déployé 140 milliards sur 25 ans et ont livré une perf nette de 29% de TRI net et un multiple de mise de 2,9. Alors, question provoque, parce que c'était à l'époque, peut-être personne n'y croyait. Là, quand on écoute notamment le CEO de Microsoft qui dit SaaS is dead avec l'AI. Avec l'IA. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Je pense que pas du tout. Et la conviction de Thomas Bravo, c'est que pas du tout. La conviction, est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser de l'IA tout seul, sans accompagnement? Non, mais je témoigne de la phrase de Microsoft, mais c'est sûr que tout ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais en tout cas, ça va être une industrie en très forte mutation quand même. Oui, en fait, ce qui va se passer, notre conviction, et la conviction de tous les fonds de private equity qu'on a accompagnés, si tu veux, c'est que leurs éditeurs de logiciels vont utiliser l'IA pour créer des solutions encore plus puissantes. N'oublie pas, ils ont des études... Alors, Thomas Bravo ne finance que des boîtes qui sont mission critical, donc des éditeurs de logiciels de paye, de compta, de ressources humaines, d'analyse de données. Donc, ce sont des solutions dont le client a fondamentalement besoin. L'éditeur de logiciel a des bases de données qui sont extrêmement profondes. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de développer des solutions à base d'IA pour fournir aux clients des solutions de plus en plus riches, de plus en plus intelligentes et faire passer des hausses de prix significatives. Donc, notre conviction à nous, c'est que l'IA sera un gain de productivité massif pour les éditeurs de logiciels qui sont mission critical et qui reposent beaucoup sur de la data. Donc la conviction de nos gérants, notamment de Thomas Bravo, c'est que l'IA est un levier pas uniquement de gain de productivité opérationnelle pour eux, mais de gain de cross-sell et d'upsell. Voilà. Donc si tu veux, là, tu es sur un gérant très sophistiqué, chez qui l'IA, attention, parce que l'IA, on est quand même assez balbutiement. Je rappelle, juste pour la petite histoire, qu'on parle de centaines de milliards de dollars dépensés par les Big Five ou les Big Seven et que pour l'instant, il y a très peu de revenus en face. Donc pour l'instant, c'est pas rentable, les modèles ne sont pas très stabilisés, il y a des hallucinations partout. Donc avant de décider de confier ta comptabilité à un logiciel que tu as développé toi-même, tu vas plutôt t'appuyer sur des éditeurs logiciels très sophistiqués qui ont développé de l'IA de façon très professionnelle. Donc notre conviction à nous, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités chez ceux qui possèdent la data, les clients, les applications sticky et la connaissance et l'expertise. Voilà. Et Thomas Bravo en fait partie. Donc que l'IA serait une certaine forme de commodité, finalement, et que ça ne va pas nécessairement changer les champions d'aujourd'hui. Non, je ne dis pas ça. Je dis que d'abord, il y a une équipe de 10 personnes qui s'occupe d'IA chez Thomas Bravo, 10 personnes dans l'équipe Ops, qui réfléchit en permanence avec les sociétés de portefeuille à comment les aider à capturer la tendance IA, tant pour leurs équipes internes en termes d'organisation et d'efficacité, que pour leurs besoins clients. Je dis que pour ceux qui ne comprennent pas les tendances de l'IA, c'est une menace évidemment énorme. Je dis que l'IA, c'est compliqué, que l'IA est en assez tout balbutiement. Et je dis que pour ceux qui sauront maîtriser les enjeux, c'est un accélérateur d'opportunités fantastique. Je ne crois pas que ce soit... C'est une menace pour ceux qui ne le comprennent pas bien. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, quand tu as 10 personnes chez Thomas Bravo qui s'occupent d'IA,
c'est évident que même leurs ETI qui sont grosses, elles n'ont pas les moyens d'avoir ces équipes-là. Mhm. C'est pas qu'une question de moyens financiers, c'est une question d'expertise aussi. Thomas Bravo a 50 boîtes en portefeuille qui toutes ont des problèmes d'IA. Il y a un partage d'expertise qui est exceptionnel. Alors, ils font à peu près un webinaire tous les trimestres sur les enjeux de l'IA chez les éditeurs de SaaS. Donc, c'est un sujet C'est magnifique. très, très important pour eux. Voilà, ça te donne un peu une idée de la qualité du portefeuille qu'on a construit pour tes clients et tes auditeurs. Alors, un petit mot important. On a voulu aussi simplifier le fonctionnement du portefeuille de private equity. Alors, les gens oublient, mais quand tu investis dans un fonds, il t'appelle entre 5 à 10 fois par an. Quand tu investis dans 6 fonds, il t'appelle entre 30 et 60 fois par an. Le client Ramify, il n'est pas organisé pour faire ça. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un abonnement. Comme sur Netflix, on va vous appeler 2 fois par an. Et tu le sais parce que ça marche bien sur nos millésimes Ça marche passés. très bien, je confirme. On vous appelle 1er avril, 1er octobre, 10% de l'engagement. Le client ou la cliente est appelé. Quantum fixe, date fixe, il sait exactement quand et de combien il est appelé. C'est fondamental en termes de simplicité, Olivier. C'est sûr. Voilà. Alors, s'il nous reste, est-ce qu'il nous reste... Le reste du temps, on risque d'un peu dépasser. Alors, soit tu as le temps d'un peu dépasser, sinon c'est pas grave. Sur la présentation, je sais qu'il y avait notamment l'aspect RIOP. Ouais. Peut-être que tu voulais Tu veux que j'en dise un petit introduire. mot ? Oui, et à la limite, ce que je vous propose à ceux qui nous écoutent, c'est potentiellement que je réponde avec les équipes d'Altaroc si besoin aux questions plus tard. Comme ça, un peu place au direct, on a la chance de t'avoir et comme ça, on continue un peu de dérouler la présentation si ça vous convient. Alors, je fais 5 minutes sur RIOP, ça te va ? Vas-y. J'aurais expliqué un point important. Altaroc 1.0, c'est quoi ? C'est qu'on a fabriqué clé en main un millésime à partir de 100 000 euros qui réplique ce que les plus grands instituts ou les plus grandes familles faisaient pour 300 millions ou 3 milliards. Ok, ça c'est la brique de base. Cette brique de base, je voudrais expliquer une chose. Historiquement, nos gérants, tu l'as vu, ils ont fait 2,7 fois la mise et 27% de TRI. C'est pas l'hypothèse qu'on a prise, Olivier, dans la performance modélisée. On a modélisé une perf en termes de cash flow où nos fonds, nets de nos frais, font à peu près 13,5 et 1,7 fois la mise. En fait, c'est la performance moyenne historique du PE. On a anticipé une baisse des performances du private equity de la classe d'actifs en général pour être prudent sur nos projections. Maintenant, pour que l'auditeur Ramify comprenne comment ça marche, 100 000 euros d'engagement dans du private equity Altaroc, ce sera tiré 10% par semestre, 1er avril, 1er octobre, ça veut dire 20% par an. Bien sûr. C'est les cases vert foncé, 20 000 euros par an pendant 5 ans. Donc le client est appelé à 100 000 euros, lissé sur 5 ans. À quelle vitesse reçoit-il des distributions ? Eh bien, en moyenne, et on s'est appuyé là sur les statistiques historiques de PitchBook sur 25 ans, 30 ans, on a fait l'hypothèse qu'il va recevoir non pas 2,7 mais 1,7 net, c'est-à-dire 13,5%, c'est la perf historique moyenne du PE. Et il va recevoir en moyenne 10% en année 4, 10% de sa mise en année 5, 40% en année 6 et en année 7. Ce qui fait qu'en fin d'année 7, il a reçu 10 plus 40, 100 000. Il a reçu son capital en fin d'année 7. 2 ans après le dernier appel, Olivier, il a reçu son capital. Et sa plus-value de 70, il la reçoit à hauteur de 25, 20 sur les années 8, 9, 10. Ça, c'est le modèle de cash flow d'une brique de base Altaroc. T'es d'accord ? Maintenant, je voudrais montrer ce qui se passe. Et c'est le programme qu'on appelle RIOP. Qu'est-ce qui se passe quand un client Ramify fait un millésime Altaroc tous les ans ? Et c'est important parce qu'en fait, Altaroc 2.0, c'est quoi ? C'est comment utiliser la brique de base pour créer des stratégies patrimoniales. Alors, je voudrais juste montrer ce qui se passe pour le client Ramify qu'en fait un tous les ans pendant 20 ans. Bien sûr. Si je fais simple, et peut-être j'aurais dû... Allez, j'ai une seconde encore. Mais c'était très bien, c'était très pédagogique avec 1, Alors, avec 2. Pour faire avec un 5. millésime Altaroc, Olivier, pour financer 100 000 euros d'engagement, en fait, il ne faut que 80 000 euros de cash flow net. Parce qu'en année 4 et en année 5, tu as 10 000 euros de distribution en année 4 et en année 5. Donc en fait, cash on cash, tu peux financer 100 000 euros d'engagement avec 80 000 euros de cash flow. Tu ne recevras pas 170, tu recevras 150 parce que tu en as 20 qui ont été recyclés. Donc en brut, un millésime, tu engages 100, ça rapporte 170. En net cash au travail, tu engages 80, ça rapporte 150, ça fait 1,88. Okay ? Pour faire 2 millésimes, je peux faire 2 millésimes, non pas avec 200 000, même pas avec 160 000, je peux faire 2 millésimes avec 150 000 parce que j'ai plus de recyclage. Et pour faire simple, pour faire 6 millésimes, c'est très important. Je suis un instit, je sais faire 6 millésimes, non pas avec 600 000 euros, mais avec 310 000 euros. Les distributions des millésimes passés financent une partie des engagements futurs. Je peux financer 6 millésimes avec 3 ans de cash flow. Okay ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais 20 millésimes ? C'est purement des maths. Oui, c'est statistique. C'est la concaténation sur Excel de nos modèles de cash flow
À partir de l'année 7, Olivier, tu arrives au point mort. Les distributions passées financent tes engagements futurs. Donc, tu es en net cash flow. Tes auditeurs peuvent le voir ici. En année 7, j'ai 100 000 euros d'appel, 100 000 euros de distribution, je suis en net cash zéro. Et à partir de l'année 10, j'ai 100 000 euros d'appel, 170 de distribution, j'ai 70 000 de revenus récurrents distribués. À partir de l'année 10, en fait, à partir de l'année 7, mon système s'est autofinancé. Voilà. J'ai armé mon portefeuille en 6 ans. À partir de l'année 7, il est autofinancé. Et à partir de l'année 10, j'ai mon 1,7 fois la mise de distribution statistique. J'ai 100 000 d'appels et j'ai 70 000 euros de revenus récurrents. Quelque part, je me suis construit un revenu complémentaire récurrent de 70 000 euros. Le modèle qui est ici, Olivier, c'est le modèle d'un fonds de pension. MetLife faisait pas ça sur 100 millions. Sur un peu plus. Ils faisaient ça sur 10 milliards par Je an. comprends. Ils avaient 30 milliards au travail, c'est-à-dire 3 ans de cash flow, 3 ans d'engagement. Et en fait, ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a juste construit une séquence de cash flow qui rapporte 13,5%, mais on a construit, tu me permets, une rente. Absolument. En fait, le client ou la cliente, il a mis 310 000 au travail, et on voit il a mis 20 000 en année 1, 40 000 en année 2, 60 000 en année 3, 70 000 en année 4, 80 000 en année 5, 60 000 en année 6. Ça fait un tirage max de 310 000. À partir de l'année 7, c'est autofinancé. Et il a une distribution de revenus récurrents de 70 000 euros avant fiscalité en année 7. En fait, Olivier, qu'est-ce qu'il s'est fait? Un équivalent de rente perpétuelle. Exactement. Il s'est construit une rente perpétuelle avec un moteur de PE sur des hypothèses prudentes. En fait, le client qui voulait mettre 300 000 euros au travail, la vraie bonne reco, c'était pas tout mettre sur un millésime, c'était de lisser ça sur plusieurs millésimes, en fait d'en faire un tous les ans. Tu as 300 000 euros au travail en année 6, et ensuite ils sont perpétuellement au travail, et ils rapportent 70 000 euros de récurrence. Non, c'est passionnant et moi ça me fait penser, j'aime bien quand on en parle, quand on a l'occasion d'en parler, de comparer ça finalement à de l'immobilier. Puisque les Tout à fait. Français, avant toute chose, avant même d'investir dans le côté, c'est avant tout un pays d'immobilier. Quand on compare l'investissement placé en IMO et le loyer perçu, et quand on compare avec l'autre efficacité, une efficacité en private equity, le rapport il est quand même extrêmement favorable. Au private equity, dans les deux cas, c'est pas assuré, ni le loyer ni les distributions, mais sur des moyennes historiques en tout cas, le rapport il est extrêmement favorable au PE. En plus, on n'est pas imposé à l'IFI, c'est aussi plutôt intéressant et pas vocation à l'être a priori, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est vrai que pour des personnes notamment aisées qui ont déjà un patrimoine fort immobilier, ce qui est le portrait un peu robot de l'investisseur aisé en France, ça peut être très très pertinent de l'inclure dans son mix. On va conclure là-dessus, si tu veux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le nouvel immobilier, si tu me permets. En fait, qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait un parc de private equity. Alors, on va remplacer le dividende à 70 000 par du loyer historique. En fait, on a fait un parc de PE. Historiquement, tu bâtissais un parc de PE en t'endettant programme par programme, en utilisant les loyers pour rembourser la dette. Là, tu as fait exactement la même chose. Tu as bâti un parc de PE. On t'a bâti un mini fonds de pension. En fait, la révolution Altaroc 2.0, si tu me permets de conclure là-dessus, c'est Bien que sûr. on a bâti un mini fonds de pension pour 310 000 euros. Historiquement, pour faire ça, il fallait 3 milliards, Olivier. Donc là, le client Ramify, il s'est bâti un portefeuille ultra diversifié. Il n'a pas un millésime. En année 10, il a 10 millésimes. Il n'a pas 6 gérants, il a 60 gérants. Il n'a pas, si tu veux, 300 sociétés, il a 3000 sociétés sous-jacentes. Et il s'est créé un modèle structurellement très performant qui lui sert un revenu récurrent, j'oserais presque dire une rente statistique. Voilà, c'est le modèle d'un fonds de pension américain qu'on a rendu accessible à partir de 300 000 euros. Magnifique. Alors, il nous reste 2 minutes. On va essayer de respecter le timing pour ceux qui ont aussi préparé ce podcast et pour toi, pour moi aussi d'ailleurs. Donc, on s'engage bien sûr à répondre à toutes vos questions. Je m'excuse de ne pas avoir pu les poser à Frédéric, mais bon, c'était passionnant. On a couvert pas mal de choses. Voilà, on a quand même couvert l'essentiel, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. On se fera un plaisir d'y répondre. Si on n'y arrivera pas, on vous le dira. Vous savez qu'on est très honnête à ce niveau-là et on fera en sorte de contacter les équipes de Frédéric. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne suite du Ramify Wells Tour. Inscrivez-vous, comme ça vous avez toutes les prochaines nouveautés et les prochains invités. Merci à vous, je vous souhaite une excellente soirée.